Excellent début de semaine à vous, Madame, Messieurs. Très heureuse de vous présenter cette première édition du journal. À la une de l'actualité, début du procès Matata Mponyo ce lundi à la Cour constitutionnelle pour une deuxième fois, retransmis en direct à la télévision nationale pour infraction de détournement avec 3 nouvelles figures, entre autres Deogracias Mutombo. Publication de résultats de 6 provinces éducationnelles. Ce lundi 21 août, à Kinshasa, le gouvernement provincial interdit le carnaval sur le véhicule et le taxi-moto. Démarrant cette édition par la traditionnelle réunion du Conseil de ministres, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a formulé une nouvelle critique contre le trouble de la force régionale de l'EAC face à la dégradation de la situation humanitaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le président de la République a fait part à ses pairs, chefs d'État, de la dégradation de la situation humanitaire et les statu quo des faits imposés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 qui se sont jusqu'ici refusés de se conformer aux engagements pourtant souscrits dans le cadre du processus de Nairobi et de la feuille de route de Luanda, allant même jusqu'à entraver la mise en œuvre des mécanismes dont ceux supervisés par la MONUSCO, les tout sous le regard coupable et complice de la force régionale déployée par la communauté de l'Afrique de l'Est. Il a à cet égard salué l'engagement de cette communauté à travers la troïka de l'organe pour l'initiative des déploiements de la mission de la SADC en République démocratique du Congo pour soutenir les efforts actuellement engagés par le gouvernement de la République dans la lutte et la neutralisation des activités du groupe terroriste M23 et des autres groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de notre pays. Plusieurs projets de tests ont été adoptés le week-end dernier par le gouvernement à la Cité de l'Union africaine lors de la 109e réunion du Conseil de ministres. Il s'agit de secteur de la défense dont le projet de décret portant code d'éthique et de bonne conduite du militaire congolais et du secteur social dont le projet d'ordonnance loi portant création de la médaille de la vaillance pour la patrie aux personnes devenues handicapées. C'était lors du 109e réunion du Conseil de ministres que 4 projets de texte du secteur de la défense et sociale ont été adoptés. Parlant du premier, il s'agit des 2 projets présentés et défendus par le vice-ministre de la Défense et ancien combattant Sami Adoubango, notamment le projet de décret portant le code d'éthique et de bonne conduite du militaire FARDC, qui a pour objet d'aider le militaire à développer un niveau élevé de 15 valeurs cardinales y définies, entre autres la discipline, le professionnalisme et le patriotisme, et à lutter contre les antivaleurs dans l'accomplissement de ses missions. Et du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère scientifique et technique au niveau universitaire, doté de la personnalité juridique et jouissant à l'autonomie administrative et financière dénommé Collège des hautes études des stratégies et défense. En ce qui concerne les secteurs sociaux, 2 projets de texte ont été également adoptés, notamment les projets d'ordonnance loi portant création de la médaille de la vaillance pour la patrie aux personnes devenues handicapées, qui ont été présentés et défendus par la ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et de la solidarité nationale chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène et Sambo. Ceci dans le but de contribuer à la réhabilitation de la dignité humaine et à la non-discrimination de ces personnes devenues handicapées à cause de leur patriotisme. Le deuxième texte est relatif au projet de décret portant fixation des modalités pratiques d'accessibilité de personnes vivant avec handicap aux infrastructures, autres services sociaux de base et aux aides nécessaires de leur inclusion sociale sur l'ensemble du territoire national.
S'agissant de recommandations assorties de travaux de la convocation de la table ronde axée sur l'évaluation de l'état de siège dans la partie orientale de la RDC, bien avant la tenue de la réunion du Conseil de ministres, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait reçu en audience le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde pour passer en revue l'évaluation de ces assises, qui a par ailleurs déposé au président de la République un rapport contenant les recommandations issues de ces 3 jours de discussion. Nous avions clôturé le mercredi 16 août les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, travaux qui avaient été ouverts par son Excellence Monsieur le Président de la République et qui se sont tenus à son initiative. Dans mon rôle de modérateur de ces travaux, il m'appartenait de suivre le travail qui s'est fait au niveau des différentes commissions qui ont travaillé sur les thématiques qui concernaient cette question de l'état de siège et les recommandations qui devaient être faites à son Excellence Monsieur le Président de la République pour que, dans le cadre institutionnel qui est le sien, il puisse décider de la suite à donner sur les préoccupations de l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Et donc, ces travaux se sont sanctionnés par un rapport qui a été préparé au niveau du secrétariat technique qui suivait la table ronde. Et il m'appartenait de venir les remettre en main propre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les délégués et participants à cette table ronde. C'est l'occasion, encore une fois pour moi, de les remercier pour le travail qui a été abattu, un travail de qualité, et pour le sacrifice qu'ils ont eu pour la nation par rapport à cette question qui est si pertinente. Pour le reste, le Président de la République, qui avait déjà donné ses recommandations au moment où ces travaux débutaient, a accueilli ces recommandations et a remercié aussi par la même occasion tous les participants à cette table ronde. À l'opposition, on estime que la convocation de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège est un acte inconstitutionnel, informel et sans impact. Raphaël Loulou, ancien conseiller de Joseph Kabila, cadre du FCC, confirme que ces assises seraient une erreur grave de la part de ces services de l'État. Quel est l'objet ou l'objectif poursuivi en décrétant l'état de siège? C'est le retour de la paix. C'est la restauration de l'intégrité territoriale. On n'a pas réussi à restaurer la paix dans le Nord Kivu et en Ituri. L'intégrité territoriale n'est pas restaurée parce que Bunagana et d'autres partis sont encore sous l'administration du M23. Ce n'est pas sous l'administration de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que l'état de siège a échoué. Face à cet échec, il faut tirer les conséquences. On a mis ces 2 provinces sous état de siège. Pour quelle raison? C'est pour qu'il y ait table ronde. Est-ce qu'avant, quand le président de la République avait décrété l'état de siège, est-ce qu'il avait convoqué la table ronde pour dire que sur base de recommandations de la table ronde qu'il a... Non, qu'il a convoqué l'état de siège? Non, c'est sur base des prérogatives constitutionnelles de la Constitution. Mais alors pourquoi on doit s'attarder ou accorder de l'importance à une structure qui n'existe pas, qui est anticonstitutionnelle? Parce que si le président de la République se réfère à la table ronde et aux résolutions aux recommandations de la table ronde, sa décision pourrait être taxée d'inconstitutionnelle. Les actes d'intimidation aux délégués ayant participé à la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège en raison d'opposition seront sévèrement punis selon la loi. C'est le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Constant Dima, qui a lancé la mise en garde à travers un communiqué signé le week-end dernier, sachant que chacun est libre d'émettre son opinion, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Patrick John Mukengeshaï pour le commentaire. Le gouverneur militaire met sérieusement en garde les personnes qui intimident les délégués à la table ronde, qui se sont opposés ou qui soutiennent la levée de l'état de siège.
Dans ces mêmes communiqués, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu fait savoir qu'aucune action de représailles ni d'intimidation sur qui que ce soit ne sera tolérée et le cas échéant seront sévèrement sanctionnés conformément à la loi. Toutefois, ces communiqués rassurent que le service de sécurité sont instruits pour travailler afin de garantir la paix sociale et surtout la cohabitation pacifique malgré les divergences persistantes. Dans ces mêmes communiqués, ces actes contribuent des infractions au terme de la loi et portent atteinte à l'ordre public et à la quiétude d'une certaine population seront sévèrement punis, a donc déclaré dans ces mêmes communiqués de la province du Nord Kivu. Une attaque de miliciens de la Codeco dans la nuit du dimanche 20 août à ce lundi dans la matinée au camp de pêche de Moussekéré au bord du lac Albert dans le groupement des Sumbuso en territoire de Djougou dans la province de l'Ituri, faisant état de 3 morts. Corinne Kadoul nous fait le point. 3 civils ont été tués dont un enfant lors d'une attaque par le milicien de la coopérative pour le développement du Congo, Cadeco en sigle, dans la nuit du dimanche 20 à ce lundi 21 août. En effet, les camps de pêche de Moussekéré au bord du lac Albert, dans le groupement des Sumbuso, en chefferie de Baemba Nord, du territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Selon le président de la société civile qui a livré cette information à la presse, les miliciens ont attaqué ces milliers et ont tué 3 personnes dont 2 hommes âgés et un enfant. Tel est le bilan provisoire donné par M. Banza Charité lors de sa communication avec la presse. Ces derniers expliquent encore que ces assaillants sont venus du groupement des Linga qui se trouve non loin de ces camps de pêche qu'ils ont attaqués. Par ailleurs, il est important de noter que cette insécurité qui continue à régner dans le territoire de Djougou pourra ainsi avoir de l'impact négatif sur le processus électoral dans cette partie du pays. Signalons qu'en dépit de leur engagement pour la paix, de miliciens Cadeco continuent à commettre des exactions contre le paisible civil à Djougou, où l'on note plusieurs cas de morts d'hommes, des pillages et d'autres massacres sont enregistrés après les dialogues d'Arou, où les miliciens Cadeco avaient réitéré leur engagement à cesser les hostilités. Abordons le tout premier conclave du génie scientifique congolais visant à promouvoir les inventions et innovations Made in Congo qui a été lancé le week-end dernier au chapiteau du Palais du Peuple par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Cet événement rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale. Suivez. C'est une première dans l'histoire de la RDC. La prise en main par l'élite congolaise des fondamentaux de notre indépendance économique par l'invention et l'innovation technologique. C'est dans ces cadres que le président de la République, Félix Tshisekedi, a ouvert la première édition du conclave du génie scientifique congolais dans les buts de promouvoir les innovations et inventions Made in Congo. Un forum qui entend planter les piliers de la renaissance du secteur clé de la vie nationale. Organisée du 19 au 24 août prochain, cette activité rappelle à l'État son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise nationale. Le chef de l'État a fait une visite des stands, échangé avec les exposants et a annoncé que le gouvernement prendra toutes les dispositions utiles afin que le Fonds national pour la recherche scientifique et l'innovation technologique bénéficie de crédits budgétaires à la mesure de l'ambition nationale dans la loi de finances 2024. Par ailleurs, pour le ministre tutelle de ces secteurs Gilbert Kabanda, l'objectif est de montrer en premier lieu au peuple congolais et à ses dirigeants que le génie colonial parti il y a 63 ans a été progressivement remplacé par un génie congolais.
En second lieu, faire comprendre aux instances dirigeantes du pays que l'élite scientifique et technologique congolaise a la capacité intellectuelle et la volonté de prendre en main le développement socio-économique d'une manière souveraine. Il s'y est de noter qu'au cours de ces conclaves, les échanges vont se focaliser sur les domaines de la santé, l'agroalimentaire, les nouvelles technologies de l'information, l'environnement, la culture, l'éducation, la défense, l'économie, l'aérospatiale, la robotique, la technologie sécuritaire et l'industrie minière. Changeons de chapitre pour aborder les débuts du procès Matata Mponyo ce lundi à la Cour constitutionnelle. 3 accusés, dont l'homme d'affaires sud-africain Christo Gruber, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, présent, et l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Mponyo, représenté par le collectif de 6 avocats. Après l'audience, le procès est renvoyé pour le 4 septembre prochain. Les détails de Junior Congolo. Début ce lundi 21 août 2023 à la Cour constitutionnelle du deuxième procès contre l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale Deogracias Mutombo et l'homme d'affaires sud-africain Christo Gruber. C'est la requête aux fins de fixation de la date d'audience introduite par le procureur général de la République, renseigné qu'une nouvelle figure va faire l'objet de poursuites dans le cadre de cette affaire, dont Deogracias Mutombo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et l'ancien ministre des Finances, Patrick Kitebi, ne fait partie de ces accusés. Il est reproché à Matata Mponyo et l'homme d'affaires sud-africain Christo Gruber pour le détournement de 115 997 106 $ américains pour l'octroi des avantages financiers et la surfacturation, la constitution des sociétés écrans, ainsi que le détournement de procédures. Le président du parti politique LGD est aussi accusé avec Deogracias Mutombo d'avoir détourné la somme de 80 millions de dollars destinée à la construction du marché international de Kinshasa. Le procureur général près de la Cour constitutionnelle a délivré un mandat de comparution vis-à-vis de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo avec une invitation sans réponse. De son côté, Matata Mponyo Mampo dénonce une procédure cavalière visant à l'éliminer de la course à la présidentielle de 2023 car la Cour constitutionnelle s'était déjà déclarée incompétente pour le juger. Le parti politique Union pour la Nation congolaise de Vital Kamerhe a désigné Félix Tshisekedi comme son candidat aux élections présidentielles de décembre de cette année lors du mini-congrès de ces partis à Kinshasa. Dans le secteur de l'éducation, on parle de la publication de résultats de l'examen d'État édition 2023. Ce lundi 21 août, Kinshasa connaît désormais le nom de ses lauréats, renseigne une dépêche de l'EPST. Commentaire d'Espoir Kinanviti. Comme annoncé par le ministre de l'Enseignement primaire, scolaire et technique, Maître Tony Mwabakazadi, à la réunion du jury national sur la publication progressive des examens d'État pour cette édition 2023. C'est lundi 21 août, 6 provinces éducationnelles s'ajoutent parmi ceux dont les résultats sont déjà disponibles. Il s'agit de Kinshasa Plateau avec 6 lauréats en latin philo, sciences, pédagogie générale, commerciale et gestion, construction, coupe-couture et électricité dont le plus de pourcentage a reçu avec 83% en sciences. Et Sediafouana Kuyutulu Gradi en pédagogie générale et l'élève Kanawanga Grebeka en latin philo qui ont plus de pourcentage dans la province éducationnelle de Kinshasa Funa qui a 11 lauréats. Lonotske, Kwango 1, Maïndombe 2, Lualaba 2, Kasaï Oriental 1 sont les provinces éducationnelles dont les résultats sont déjà disponibles, renseigne la dépêche du ministère de l'EPST. Parlons de l'électrification de la ville de Kananga et 6 environs, la pose de la première pierre pour la construction de la centrale hydroélectrique sur le chute Mbombo dans le Kasaï central. Cette cérémonie intervient après la signature du protocole d'accord entre le bureau central de la coordination BSECO et l'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques du milieu rural et périphérique. La province du Kasaï central fait face au manque de courant électrique depuis belle lurette.
Et pour répondre à ces besoins cruciaux, il a été initié le projet de construction de barrages hydroélectriques de Katende. Plus de 7 ans depuis le début des travaux, on n'est toujours pas arrivé à terme afin de voir la première ampoule de Katende allumée à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Pour trouver solution à ces problèmes, un protocole a été signé pour construire une centrale qui aura une capacité de 10 MW et dont les travaux ne passeront pas 12 mois. Le chef de l'exécutif provincial du Kasaï central, John Kabeyashi Kayi, qui note la volonté politique dans ce projet, promet son implication personnelle pour voir cette centrale hydroélectrique être construite. D'après les explications fournies par Jean-Mabi Moulumba, le directeur général de BSECO, présent à cette cérémonie, dans le jour à venir, on saura qui est le financier de ce projet. L'électricité constitue l'un des handicaps qui freine le développement dans le Grand Kasaï, en particulier au niveau de la province du Kasaï central. Nous avons reçu instruction de la haute hiérarchie pour voir la possibilité de construire une centrale hydroélectrique de 10 MW sous le chute Mbombo, sous la rivière Louloua. Voilà pourquoi nous sommes venus recourir à l'expertise d'Anser, qui est spécialisée justement dans le suivi et construction des barrages hydroélectriques dans les milieux ruraux et périurbains. De son côté, le directeur général de l'Agence nationale d'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain est revenu sur les cadres dans lesquels ces protocoles interviennent. On a signé un protocole d'accord qui permet justement de pouvoir nous répartir la responsabilité dans ces volets infrastructures, plus précisément en ce qui concerne les volets électrification des infrastructures. La construction des centrales hydroélectriques pour les chutes Mbombo, qui va se passer en plusieurs phases bien entendu. Il est à noter qu'avec ce projet, c'est aussi des emplois qui vont être créés pour la population de cette région. Attendons voir si ce protocole d'accord entre le bureau de coordination BSECO et l'Agence nationale d'électrification des services énergétiques en milieu rural et périurbain est respecté. Cette situation sera un ouf de soulagement pour cette population qui attend voir cette ville et ses environs être électrifiés. Au sud Kivu, plus de 1000 abris de fortune ont été calcinés dans un incendie qui s'est déclaré dans un camp de déplacés de Malisha au groupement Balala sur le territoire de Fizi le samedi 19 août dernier. L'information a été confirmée à la presse par le chef du groupement de Balala Sud, nommé Mwamingé Namilingika, qui a aussi affirmé que les dégâts matériels sont énormes. En effet, l'incendie s'était déclaré vers 13h dans les camps des déplacés le samedi 19 août dernier dans les après-midi. Signalant que plus de 1000 maisons ont été totalement calcinées par ces faits des camps et les dégâts matériels sont importants. Cependant, ici de noter que ces maisons de fortune ont été construites très étroitement séparées les unes des autres. Par ailleurs, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée jusqu'à présent, a expliqué le chef du groupement. Par contre, M. Mwamingena a précisé que le fait était déclaré à la suite d'un feu de cuisine par les déplacés qui préparaient leur repas. En outre, le président de la société civile, Noaeu de Simbi, M. Masumbuko Eloi Mutamba, a pour sa part plaidé pour une assistance d'urgence en faveur de cette population qui ont fui leurs habitations à cause de l'insécurité et qui vivent déjà dans des conditions misérables. Notons par ailleurs que c'est depuis le mois de juin dernier que la province du Sud Kivu enregistre plusieurs cas d'incendie où plus de 2000 maisons sont déjà parties en fumée en moins de 3 mois sur toute l'étendue de cette province. Chaque 21 août, le monde célèbre la journée internationale de souvenirs en mémoire de victimes du terrorisme. Une pensée pieuse pour nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo. Chaque 21 août, le monde célèbre la journée internationale du souvenir en mémoire des victimes du terrorisme. C'est depuis 1998 que la partie orientale de la République démocratique du Congo subit les actes barbares. Des milliers d'innocents périssent chaque année.
Retenons que les victimes et survivants du terrorisme doivent trop souvent lutter pour faire entendre leur voix, obtenir une assistance et faire respecter leurs droits. Celles-ci se sentent en effet oubliées et négligées une fois que les conséquences immédiates d'une attaque terroriste s'estompent, ce qui peut aggraver leur traumatisme. Certains États membres ne disposent pas des ressources et des capacités nécessaires pour répondre aux besoins de victimes du terrorisme à moyen et à long terme, ce qui rend parfois difficile leur rétablissement et leur réintégration dans la société. Cas de la République démocratique du Congo. La responsabilité première de soutenir les victimes du terrorisme et de défendre leurs droits incombe aux États membres. Les Nations Unies ont un rôle important à jouer pour les aider à mettre en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale en soutenant les victimes, en renforçant les capacités, en créant et en soutenant des réseaux d'organisation de la société civile, en particulier les associations des victimes du terrorisme, et en encourageant les États membres à promouvoir, protéger et respecter le droit des victimes. Par ailleurs, le rôle important des victimes du terrorisme dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent, la promotion de la solidarité internationale, ainsi que dans l'aide apportée aux États membres pour reconnaître et faire respecter leurs droits de l'homme et répondre à leurs besoins spécifiques. Question sportive, on parle de la défaite de l'ASV Club le dimanche 20 août dernier à Luanda face à Primeiro d'Augusto de l'Angola au premier tour de la Ligue des champions africaine aller. Le score final de cette rencontre était d'1-0 en faveur des Angolais. Le match retour est prévu le jeudi à Kinshasa. Espoir Kinonvidi. 1-0, l'ASV Club rate son entrée à la Ligue des champions africaine cette saison au premier tour aller à Luanda face au club angolais de Primeiro de Agosto. Les 45 premières minutes se sont soldées par un score vierge malgré les occasions manquées dans les deux camps. Il fallait attendre la seconde partie de la rencontre pour voir les choses changer au marquoir grâce à l'ancien sociétaire de Daring Clémoté Mapembe Dagoti Bamba à la 71e minute de jeu. C'est bon pour leur technique au cruzamento de Yossi. L'équipe vert et noire de Kinshasa a l'obligation de renverser la situation au match retour prévu cette semaine au stade des Martyrs de la Pentecôte pour poursuivre son parcours à la Ligue des champions africaine. Les clubs congolais qui démarrent la compétition africaine sans avoir disputé aucun match du championnat national qui jusque-là a connu un retard pour son coup d'envoi fixé au mercredi 23 août prochain à Kinshasa pour le groupe A, Maniema Union de Kindu face à Aigle du Congo, et dans le groupe B, et le tout-puissant Mazembe sera reçu par l'AS Simba de Kolwezi dont le coup d'envoi est prévu à 15h. Bouclons par le valeur nutritive. Que savez-vous de mangousta? Le détail avec Ruth Mboua. Mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, les champignons, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme.
La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées. C'est ici que nous mettons terme à ce rendez-vous informatif sur nos antennes, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Début du procès Matata Mponyo ce lundi à la Cour constitutionnelle pour une deuxième fois, retransmis en direct à la télévision nationale pour infraction de détournement avec 3 nouvelles figures, entre autres Deogracias Mutombo. Publication de résultats de 6 provinces éducationnelles. Ce lundi 21 août, à Kinshasa, le gouvernement provincial interdit le carnaval sur le véhicule et le taxi-moto. Merci à votre fidélité renouvelée. Bonne continuité de nos programmes. Au revoir et à la prochaine.